Sylvie Germain, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On a déjà eu l'honneur de se rencontrer et de discuter autour de plusieurs de vos romans. Aujourd'hui, votre actualité en janvier en librairie, c'est donc un nouveau roman, À la table des hommes, disponible aux éditions Albin Michel. Ce livre, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et j'ai même envie de vous dire, Sylvie, il n'y en aura pas pour moi, il est unique, votre bouquin. Vous avez ce sentiment-là d'avoir fait quelque chose d'assez... Unique, non. Je le trouvais un peu casse-gueule quand cette idée m'est venue. Mais bon, ça m'est déjà arrivé dans d'autres romans de me dire soudain, soit par la forme que prenait l'écriture ou la structure du livre, comme pour Magnus, construit en fragments, soit dans celui-ci où il y a un moment, même s'il est très court dans le récit, mais il est central en même temps, c'est sur à peine une demi-page, un humain va, on ne sait pas trop qui, d'un animal et d'un humain, comme s'il y avait une sorte de lutte et fusion entre ces deux vivants au moment où la mort est en train de les étreindre et le désir de vivre est si fort en chacun, en tout vivant. C'est une manière de montrer que tout vivant, qu'il soit animal ou animal humain, lutte pour sa survie, pour le goût de la vie, et de cette étrange rencontre va sortir comme une sorte d'enfant sauvage qui va devoir après être initié au langage, aux us et coutumes, au comportement d'un humain pour accéder complètement à son humanité. C'est ça. En lisant ce livre, on a l'impression que vous proposez aux lecteurs de finalement assumer leur part d'animalité en tant qu'être humain. Animalité, oui, on dit bien... on parle d'animal humain. Le mot animal en soi, il est assez neutre et il est beau. Ça vient d'anima, le souffle, qui donne l'âme, qui donne donc l'idée du souffle, et qui qualifie tous les vivants. On peut dire les animaux, les vivants, et l'humain est simplement un animal humain. Mais il y a ce fond, on le sait, depuis Darwin et bien d'autres maintenant, on le sait. Ça ne veut pas dire du tout que je les mets sur un plan de stricte égalité. Exactement. Il y a un hiatus quand même immense. Simplement, ça serait quand même bien que justement ceux qui ont le plus de pouvoir, parce qu'ils sont doués de capacités que les animaux n'ont pas, accordent aux animaux, aux autres vivants, leur place sur cette terre. À la table des hommes, c'est aussi un peu la terre, hein. Mais c'est la table des vivants finalement, et les animaux ils finissent plutôt sur la table des hommes en nourriture. Mais bon, il n'y a pas que ça, on peut trouver plein d'autres images autour de ça. C'est donc à la fois une sorte de plaidoyer un peu pour les animaux, et pour la part animale qui peut être très belle. Alors quand je parle de part animale en l'homme, c'est en rien ce qu'on appelle bestial. Ça, c'est une déformation, justement. La part animale, on pourrait la ramener à tout ce qui est sensorialité. Les animaux ont sur nous quand même un énorme avantage, c'est que souvent l'un de leurs 5 sens est extrêmement développé. Les uns, c'est la nuit, les animaux nyctalopes qui sont capables de voir la nuit, ou qui ont des vues, les aigles ont des vues incroyablement perçantes. Il y en a ces louis capables de percevoir des sons que nous n'entendrons absolument pas, et d'autres, en l'occurrence là, il s'agit d'un porcelet, un flair extrêmement développé. Et à chaque fois, ce sens qu'il est extrêmement développé chez telle ou telle espèce animale, ça leur assure leur survie aussi. Ça leur permet de détecter les prédateurs, de détecter les dangers, chacun à sa façon, et aussi de détecter là où il y a de la nourriture. Donc ça assure leur survie. Et justement, quand ce petit animal, on ne sait pas trop, est-ce que c'était l'animal ou le garçon blessé qui sort de là, mais il a gardé une mémoire animale, mais une mémoire animale n'a rien à voir avec une mémoire humaine, puisqu'elle n'est pas portée par un langage articulé. Ça peut constituer en vagues images, en sensations, en une sorte émotion, c'est déjà trop humaniser la chose, des sensations. Et plus ou moins consciemment, il va se rendre compte que pour progresser, pour retrouver quelque chose qui remplace sa capacité fabuleuse de flair qu'il avait autrefois et qu'il a perdu, au fur et à mesure où il s'humanise, que c'est peut-être le langage et la compréhension du langage qui va l'aider à se positionner, à se protéger aussi, à s'orienter dans le monde des hommes
qui est quand même un monde infiniment plus compliqué que celui des animaux, parce que celui des animaux est quand même globalement, selon chaque espèce, régi par son instinct. Un animal peut être effectivement très cruel, un prédateur à l'égard de la proie dont il a besoin pour se nourrir. Ils sont féroces, les animaux, entre eux, mais une fois qu'ils sont repus ou qu'ils ont gagné leur terrain, ils n'insistent plus. Ça va, il n'y a pas une perversion comme chez l'humain qui peut s'acharner, qui veut humilier les autres, qui peut vouloir le faire vraiment souffrir. C'est très vrai ce que vous dites, parce qu'on peut avoir notre frigo plein, être rassasié d'un point de vue de la nourriture, hein, pour reprendre l'exemple des animaux, et continuer à avoir une forme de perversité, d'être jamais rassasié. On n'est jamais rassasié, mais en tout. Dans notre curiosité, dans notre besoin de consolation, dans notre besoin d'être aimé, donc même dans des choses côté plus positives, on n'est jamais rassasié dans notre besoin de comprendre. Tout ça, ce serait du côté plus positif. Besoin de créer, besoin de parler, il faut toujours continuer, toujours. Mais hélas, il y a aussi le versant extrêmement ténébreux. Et certaines personnes ne sont jamais assez rassasiées de richesse. Au contraire, plus ils en ont, plus ils en veulent, plus ils en veulent. Ils sont rassurés quand ils savent que leur sou à la banque prolifère, peu importe, ce soit au détriment de milliers de personnes qui vont être au chômage ou autre. Pour le pouvoir, c'est pareil. Il y en a, ils commencent à conquérir une chose, mais ils veulent encore plus, ils veulent être toujours vizirs à la place des vizirs. Et on peut trouver ça dans tout. Les séducteurs ou séductrices, ils n'ont jamais assez de femmes ou d'hommes ou de conquêtes. Il y en a, ils ne sont jamais repus en rien. Et il y en a, malheureusement, c'est carrément dans la cruauté, dans le crime, Et il y a aussi des moments où tout ça s'entremêle, quoi. Mais ça fait aussi partie de cette duplicité qu'il y a chez l'humain. Chez l'humain, justement, c'est ça qui fait qu'il est en même temps fascinant, extraordinaire, et que du coup, il est l'objet privilégié des cinéastes, des dramaturges, des romanciers. Si on n'avait pas cette inquiétude, à la fois admiration, inquiétude, méfiance, interrogation continue sur le cas humain, on n'écrirait pas, on ne ferait pas de film, on ne ferait pas de pièce de théâtre. Les animaux ne se posent pas ces questions-là. Donc il ne s'agit pas du tout de faire une sorte de dichotomie, de faire de l'angélisme sur l'un et de diaboliser l'autre. C'est simplement... En plus, je dois dire que je n'ai pas réfléchi à tout ça avant d'écrire. Je suis partie, comme à chaque fois, avec de vagues idées, de vagues images. Et justement, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Qu'est-ce qui a été le déclic? Comment ce roman s'est mis en place? Je crois, déjà comme tout le monde, on est très poreux à l'ère du temps et à ce qui se dit, et on l'est d'autant plus quand on avait déjà une forme de sensibilité ouverte à tel ou tel sujet. En l'occurrence, quand même depuis des années, de plus en plus, on dénonce l'ignoble maltraitance dont sont victimes les animaux d'élevage. C'est vrai que c'est épouvantable. Parfois, on peut voir des petites vidéos qui ont été prises sous le manteau de gens qui ont eu le culot, le courage d'aller soit dans des élevages comme ça, soit dans des abattoirs. Le peu qu'on voit, c'est terrifiant, et c'est révoltant, c'est absolument révoltant, parce qu'il y a quelque chose parfois presque de gratuit ou par une négligence telle à l'égard des animaux qui sont des corps doués d'une sensibilité comme la nôtre et sensibles à la souffrance. Et pourtant c'est évident, il suffit d'avoir un animal pour s'en rendre compte. Donc depuis très longtemps je suis sensible à cette maltraitance à l'égard des animaux, et depuis donc un certain temps, on en parle plus, on nous sensibilise encore plus à ça. Donc c'est venu nourrir une disposition qu'il y avait chez moi. Et je crois un jour, c'est comme ça arrive dans tous les domaines, on encaisse, ou on engrange, et puis un jour il y a la goutte d'eau, comme on dit, qui fait des morts d'élevage. Un jour, à force d'entendre, là aussi, les gens, quand ils s'insultent, quand on veut provoquer la haine et la faire monter comme une mayonnaise, on traite l'autre d'animal. Alors en général, cancrelat, poux, etc. Des noms d'insectes, nuisibles bien sûr, et sinon des noms d'animaux sauvages, des noms de... l'air de dire, je te déshumanise, tu n'es pas un humain, tu es un animal, etc. Sauf que parfois aussi des gens qui ont commis des actes de férocité, on va dire celui-là c'est un loup, celui-là c'est un porc, cette femme. Qu'est-ce qu'il y a de pire de dire à un homme c'est un porc, une femme c'est une truie, vous voyez ce genre de... Et puis un jour je me suis dit mais qu'on arrête
de s'insulter avec des noms d'animaux comme si c'était la pire insulte. À mon avis, la pire insulte pour un animal, c'est d'être traité d'humain peut-être. Et sans trop savoir où j'allais, je suis partie dans cette histoire qui a un côté fable, peut-être, mais pas que fable non plus.